Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Alors que certains pays de l'OTAN continuent à soutenir militairement l'Ukraine contre la Russie, des voix s'élèvent en France pour demander la sortie de notre pays du commandement intégré de l'OTAN. Je propose la sortie de l'OTAN, organisation inutile qui provoque par son agitation un peu partout des tensions. L'OTAN, dont le président Macron avait dit qu'elle était en état de mort cérébrale. Eh bien alors, si elle est en état de mort cérébrale, il faut s'en passer. La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante. C'est là un paradoxe que comprennent mal les mondialistes, mais que nous autres nationaux, nous savons être une vérité éternelle. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'OTAN. Pourquoi sortir du commandement intégré de l'OTAN ? Qu'est-ce que le commandement intégré de l'OTAN ? La France est-elle trop indépendante de l'OTAN, comme l'affirment certains ? On en parle tout de suite avec Karel Verheyken, directeur de la publication du magazine Nouvelle Solidarité. Karel Verheyken, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En France, des voix s'élèvent pour demander la sortie de notre pays du commandement intégré de l'OTAN. En quoi consiste ce commandement intégré ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que dès le moment de sa création, donc en 1949, en fait, l'OTAN a été en sorte bicéphale. Il y avait deux têtes. Il y a d'un côté, il y a le Conseil de l'OTAN, qui est en fait la plus haute autorité politique, dans laquelle donc, il y a les représentants des États qui sont membres. C'est une représentation politique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le comité militaire, qui est en fait la plus haute autorité sur le plan militaire. Et normalement, c'est le militaire qui doit conseiller le politique. Mais dans les faits... Et pas l'inverse. Oui, c'est là où le problème se pose. Parce que dans les faits, dans la mesure que les États-Unis sont le plus grand contributeur à l'OTAN... Ça a toujours été comme ça. Et que, oui, ça a été dès les débuts comme ça. Et dans la mesure que, en fait, la planification nucléaire, en fait, se fait dans ce qu'on appelle le SACEUR, le Supreme Allied Command Europe, qui est donc l'autorité militaire, où c'est toujours dirigé, en fait, par un général américain, qui fait que, dans la pratique, en fait, et on peut en reparler, on délègue, en fait, les discussions à cette autorité militaire, qui passe très rarement à la télévision. Vous voyez, on vous montre toujours le soi-disant gentil monsieur Jens Stoltenberg, qui est un Européen. Donc ça nous fait croire que l'OTAN, c'est quelque chose d'européen. Et donc, en fait, il est européen, on ne voit pas... Excusez-moi, lui, il est norvégien. Il est norvégien. Voilà. Mais après, il y a le comité militaire où, pour l'instant, en fait, il y a un Hollandais qui dirige le comité militaire. Mais en dessous, dans le SACEUR, c'est un général américain, actuellement, qui s'appelle Christophe Cavoli, qui est un Italo-américain, qui a été nommé donc, là, au mois de mai, en plaçant... Donc ce qui se passe, c'est que pour des raisons officiellement d'efficacité, en fait, il y a disons, il y a un détournement de l'autorité à des autorités militaires qui sont évidemment aux États-Unis extrêmement proches du lobby militaro-industriel et qui font valoir non pas l'intérêt des États, mais les intérêts des lobbies. Un homme politique ou une femme politique a dit « L'OTAN, c'est une organisation inoffensive, c'est une organisation défensive ». Est-ce que vous partagez cette opinion ? Sous le papier, c'est inscrit, je vous ai amené la charte de l'OTAN. Voilà. Et effectivement, quand vous lisez le premier article, je peux vous le lire. Oui. Donc les partis, donc les membres de l'OTAN s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationale, ainsi que la justice, ne soient mises en danger, et de s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Que veut le peuple ? Donc a priori, c'est merveilleux. C'est pour défendre la paix.
Bah oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, et d'ailleurs la France a été un pays fondateur de l'Alliance Atlantique. Et même sous le général de Gaulle, quand on a quitté en 1966 le commandement intégré, la France n'a jamais quitté l'Alliance Atlantique. Seulement, elle a dit, suite notamment à la crise des missiles de Cuba, où c'était très bien qu'il y a eu un règlement et que finalement les États-Unis ont retiré leurs missiles de Turquie, qui était en fait la chose qui a démarré le conflit. Mais, disons, du point de vue de la logique formelle, c'était clair pour les gens en Europe que les États-Unis avaient des intérêts qui étaient différents des intérêts européens. Et à un moment donné, il faut choisir entre l'intérêt de soi-même, les États-Unis, et l'intérêt de l'Europe, que même ce fameux parapluie nucléaire américain, il n'allait pas s'ouvrir et qu'on pouvait très bien... donc en fait, dès le retour du général de Gaulle en 1958, il y a petit à petit un refus de mettre l'armée française à la service de l'OTAN. Et donc en 1966, là c'est carrément la chose publique, la fameuse conférence de presse, où la France donne 15 jours à tous les militaires américains de sortir de la France. C'était extrêmement violent. Mais De Gaulle d'abord a posé un tas de... Il a envoyé un mémorandum au président américain en proposant de changer les règles de l'OTAN au niveau de la codécision. Et après, c'est-à-dire c'est-à-dire que ce qui n'est pas acceptable. Que souhaitait De Gaulle? Le problème, c'est qu'une fois que... Est-ce que la France est prête à mettre toute son armée et sa défense nationale sous la direction d'un militaire américain? Ce n'est pas acceptable. C'était ça la question. Hein. C'était ça la question. Ouais. Donc, en plus, alors aujourd'hui, ça s'aggrave parce qu'il y a comment dire, il y a eu un changement de la doctrine militaire, on peut en parler. On peut en parler. Des différentes raisons. En tout cas, la question, donc, De Gaulle, quand Alain Perfit, C'était De Gaulle, confie, disons, De Gaulle, raconte que De Gaulle lui a dit... Alain Perfit raconte que De Gaulle lui a dit, c'est ça? Voilà. Alain Perfit, tous les 10 ans, avait le droit de publier un volume de son livre parce qu'il fallait laisser le temps passer. Mais aujourd'hui, donc, on a l'ensemble des volumes. Et donc, Alain Perfit raconte, De Gaulle m'a dit, en 1958, j'ai fait une lettre aux Américains, et il dit, j'ai demandé la Lune. Je savais très bien qu'ils n'allaient jamais m'accorder ce que je demandais. Mais puisqu'ils ne m'ont jamais répondu, ça m'a donné la possibilité justement de quitter l'OTAN. Ce que j'avais de toute façon déjà décidé dès le début. Voilà. Donc cette sortie de l'OTAN en 1966, elle est beaucoup moins violente qu'on le prétend, parce qu'en fait, petit à petit, la France n'accepte pas que des armes américaines soient stationnées sur son territoire. Elle ne veut pas mettre au service des Américains la marine française. Donc il y a tout un tas d'indications. Disons, personne n'était vraiment surpris en 1966. Mais pourquoi la France a décidé de retourner à l'OTAN alors? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à M. Sarkozy, qui effectivement, en 2009, nous a ramenés là-dedans. Vous avez une explication? Et quelle est l'explication que lui-même, il avait donnée à l'époque? L'explication, c'est pas Sarkozy qui, disons... La question qui se pose, c'est que depuis 40 ans, nous assistons à une mutation du capitalisme qui, avant, vivait de la production et du travail humain, et qui petit à petit a commencé à vivre de la spéculation et du pillage des autres. Donc il y a une concentration, il y a un oligopole économique, de puissance économique et financière. Vous savez, aux États-Unis, si vous prenez aujourd'hui la richesse, vous avez 1% de gens qui contrôlent énormément, vous avez 20% qui contrôlent le reste, vous avez moins de 10% qui sont dans très mauvais état. Donc vous avez... Et ça, si vous voulez, ça a eu des conséquences, surtout parce qu'il y a eu des nouvelles technologies qui sont arrivées, il y a Internet qui est arrivé, l'intelligence artificielle, il y a eu le 11 septembre, il y a eu la dislocation de l'URSS. Tout cela a donné un sentiment
qu'on avait gagné, alors que dans les faits, en fait, le système communiste, en fait, s'est effondré tout seul, hein, si vous voulez. C'est que l'effondrement du système soviétique n'était pas le résultat et la preuve que le système occidental était le vainqueur. Mais il y a eu ce moment qu'on a appelé le moment unipolaire, où on a dit, bon voilà, maintenant on peut littéralement petit à petit mettre en place un gouvernement mondial. Et donc, ce qu'on a appelé abusivement la mondialisation, qui est en fait une mondialisation financière et une confiscation du pouvoir mondial. Et Sarkozy a cédé à cela. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez vous y opposer, vous avez des ennuis. C'est-à-dire que si vous... Parce que dans la logique, dans cette logique, vous êtes ennemi, vous êtes ami ou ennemi. Vous ne pouvez pas être neutre ou vous ne pouvez pas être dehors. Donc... Aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc quand vous avez un patronat français qui parfois est aveugle, qui va dire à M. Sarkozy à Neuilly, qui vont le voir à la mairie de Neuilly, où il invitait tous les chefs d'entreprise qui habitaient à Neuilly, bien sûr, pour leur demander qu'est-ce que je peux faire pour vous, n'est-ce pas? Ces patrons, ils disent ouvrez-nous le marché américain. Parce que une France indépendante, c'est pas bon pour le commerce. Nous, on veut vendre notre matériel de guerre à l'armée américaine. Le budget américain, c'est 800 milliards de dollars pour la défense. Donc, si ces gens-là peuvent acheter des armes françaises, on pense que c'est dans l'intérêt de la France. Moi, je dis non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est justement notre indépendance. Et depuis la fin de la guerre de 30 ans, on sait que c'est très important que l'Europe puisse exister. Et sans la France, l'Europe n'existe pas. Une Europe sans la France, c'est une poule sans tête. Et une poule sans tête, ça ne court pas loin. Et l'Allemagne alors? Sans la France, il resterait l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, je conseille nos éditeurs, nos spectateurs, de voir l'émission, le discours d'un certain monsieur qui s'appelle George Friedman, qui a fait un discours en 2015, en février 2015, à Chicago, devant le Chicago Council of World Affairs. Et il dit, voilà, nous, les Américains, notre vrai ennemi, c'est l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. D'accord ? Parce que entre les matières premières de la Russie et la technologie allemande et les ingénieurs et les PME, etc., si ces deux-là se marchent ensemble, nous perdons notre hégémonie dans le monde. C'est la vieille thèse des grands géopoliticiens britanniques. À l'époque, la France n'était pas encore considérée comme une menace. Alfred Mackinder, ceux-là qui parlent du monde, de l'île du monde. Et donc, qui contrôle l'île du monde contrôle le monde, selon les géopoliticiens. Donc, alors ce que dit M. Friedman, je l'ai encore revu hier, et c'est absolument... Ça donne un éclairage extraordinaire sur ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine. Parce que George Friedman, il dit, on doit faire... L'Ukraine, c'est essentiel pour la Russie. Donc, on va livrer des armes aux pays baltes, à la Pologne, à la Bulgarie, etc. On va créer une zone, un intermarium, on va créer une zone entre la mer Baltique et la mer Noire, créer un cordon sanitaire pour séparer la Russie de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas que la Russie et l'Europe travaillent ensemble. Ça, c'est la menace. Donc, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Et bon, à l'époque, il dit, en 2016, en 2015, il dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel va être le choix de l'Allemagne. Bon, maintenant, depuis 15 jours, nous savons le cynisme de Mme Merkel. Mme Merkel, dans Die Zeit, a dit que, parce qu'elle est accusée chez elle elle a été trop pro-russe, c'est elle qui a fait les accords pour le gazoduc Nord Stream 2. Et donc, pour se défendre, elle a dit oui, mais quand on a fait, avec François Hollande, quand on a fait les accords de Minsk, c'est uniquement pour gagner du temps, pour laisser du temps à l'Ukraine de s'armer face à la Russie. Donc, non seulement
pour les gens qui croyaient encore que Mme Merkel avait une certaine stature de femme d'État, non seulement c'est d'un cynisme extrêmement grave, mais c'est surtout grave parce qu'elle n'a pas du tout mesuré les conséquences qu'elle est en train de dire. C'est-à-dire que si la Russie n'a plus d'intermédiaire, d'interlocuteur pour discuter et de confiance, que ce soit la France et l'Allemagne, pour rebâtir une paix et de trouver une porte de sortie de la crise actuelle, c'est extrêmement grave. Donc le but, alors pour revenir sur ça, c'est que quand vous voyez le début, le premier patron militaire de l'OTAN, qui était Lord Ismay, il a dit le but de l'OTAN, c'est de tenir les Russes dehors, hors de l'Europe. Comment il avait dit ça? De tenir les Américains à l'intérieur, en Europe, et de garder les Allemands par terre. Vous voyez? Donc vous avez cette continuité dans la pensée entre les Anglais, la grande géopolitique britannique, les fondateurs de l'OTAN. Je vois. Et ce que dit aujourd'hui, en fait, ce monsieur George Friedman, qui est quand même quelqu'un qui briefe l'état-major aux États-Unis, qui briefe les cadets de West Point, qui forment les élites militaires aux États-Unis. Bon, donc les gens qui finalement vont se retrouver en Europe pour représenter l'OTAN, c'est eux qui sont briefés par lui, vous voyez. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement pernicieux. Cet OTAN-là est devenu un monstre. Et c'est devenu une menace pour la paix mondiale. Alors, pourquoi il faut que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN? Il y a Marine Le Pen qui l'a dit, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. Oui, certains l'ont dit verbalement jusqu'au début du conflit en Ukraine. Même la France insoumise a soumis une résolution en début d'année à l'Assemblée nationale, appelant les gens de voter pour une sortie du commandement intégré de l'OTAN. C'est ça, pourquoi? Jean-Luc Mélenchon, depuis beaucoup plus longtemps, l'avait dit qu'effectivement... Alors, il y a des gens qui, évidemment, se rendent compte que, en fait, c'est une organisation qui n'a plus de raison d'être. Normalement... Mais Macron a déclaré la mort cérébrale de l'OTAN. Oui, mais c'est à double interprétation. Ah. C'est-à-dire que si vous dites c'est la mort totale, il faut enterrer, ça aurait été une bonne idée. Si c'est dire c'est la mort cérébrale, mais le corps existe encore, et il faut lui remettre un cerveau dans le corps. Mais quand il a dit, il était dans quel esprit? Il était dans l'esprit de répondre à ce que disait Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, en fait, puisque les États-Unis, Donald Trump, il parle aux contribuables américains. Le contribuable américain, il dit, voilà, on paye, et on paye 800 milliards du budget américain, et les Européens, ils ne donnent même pas 2% de leur budget. Donc Trump a dit aux Européens, vous voulez une défense, vous n'avez qu'à payer. Je veux dire, si vous voulez être défendu, vous devez au moins dépenser 2% de votre budget national dans des dépenses. Sinon, moi, je sors. Sinon, je pars. Sinon, je quitte l'OTAN. Parce que les charges ne sont pas partagées. Maintenant, il faut quand même voir qu'une fois que Donald Trump, on avait l'impression qu'il voulait bien discuter avec Poutine. Aux États-Unis, on disait même que c'était un agent d'influence de la Russie, simplement parce qu'il voulait construire un hôtel à Moscou et il avait été là-bas pour voir comment construire des bâtiments là-bas. Et en réalité, si vous voulez, c'est sous Donald Trump qu'on va commencer à déconstruire tous les traités de contrôle de l'armement. Les premiers équipements d'armement pour l'Ukraine arrivent, non pas à travers l'OTAN, mais les États-Unis donnent de l'armement sous Donald Trump. Donc, si vous voulez, il y a toute une apparence dont il faut se méfier. Donc Mélenchon, moi je l'ai vu dans des émissions, il y a d'autres personnes, ils ont dit, voilà, normalement, ce qui était prévu au moment de la chute du mur de Berlin, 91 ensuite, la dissolution de l'URSS, on a demandé à l'Union soviétique de dissoudre le pacte de Varsovie, qui avait été créé en 1955 en réponse à l'OTAN. Ce n'est pas l'inverse.
généralement les gens pensent que l'OTAN a été créé pour répondre à la menace russe. Alors que historiquement, c'est un petit peu quand même, à moins que bien sûr le communisme est une menace, mais en fait l'OTAN a été créée 6 ans avant la création du pacte de Varsovie. Donc en 1991, on a demandé à Moscou de dissoudre le pacte de Varsovie, ça a été dissous. Il y avait la réunification allemande, les Russes, les Soviétiques se sont retirés d'une partie de l'Allemagne. Et en échange, on a fait des promesses de paix. On a dit, c'était quelque part la logique, ça aurait été même de dissoudre l'OTAN, qui n'avait plus de raison d'être, puisque la menace communiste avait... Et en plus, la Russie, donc à plusieurs reprises, je vous épargne les détails, même à discuter de pouvoir devenir membre elle-même de l'OTAN. Donc tout cela n'a pas plu à certains. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a eu tous les différents échecs des guerres. Disons, d'un côté, on a des gens qui font des très longs discours sur la menace de l'immigration incontrôlée, des migrants qui arrivent en France. Et de l'autre côté, nous sommes dans l'OTAN qui est en train de faire des guerres et de créer le chaos qui fait qu'énormément de gens là-bas veulent partir, aller dans un îlot de stabilité qui croient être en Angleterre ou en Europe. Donc il y a des gens de droite et de gauche qui ont dit voilà, le moment est peut-être venu de sortir de l'OTAN. De sortir de l'OTAN. Du commandement intégré de l'OTAN. Non, mais oui. C'est aussi parce qu'il y a eu les plusieurs vagues d'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Il y a eu 5 vagues. Ouais. Et donc déjà, ça commence à chauffer, disons, puisque la Russie a clairement dit... Au début, en fait, même que des pays très proches d'elle soient membres de l'OTAN, bon, c'est une chose. Mais qu'on vienne stationner des armes à double emploi, qui sont défensifs et offensifs en même temps, sur ses propres frontières, la Russie a réagi de la même façon que les États-Unis ont réagi à l'époque de Kennedy. Si vous mettez des missiles à Cuba devant les côtes américaines, les Américains disent c'est pas possible, il faut relever ces missiles. Quand Poutine dit c'est pas possible que vous mettez des missiles devant ma frontière, on dit non, on a le droit, c'est la liberté, monsieur, c'est nous qui décidons. Donc si vous voulez, il y a 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau fait, c'est Stoltenberg qui réagit. Il n'y a aucune consultation des membres. Normalement, il devrait consulter et dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose de nouveau. C'est même le contraire qui a été invoqué. Nous avons vu le secrétaire américain à la Défense réunir 40 pays à Ramstein, la principale base américaine en Allemagne, non pas pour consultation sur une attaque d'un pays ennemi contre la Russie, mais pour planifier une défense forte jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc, voilà. Donc l'OTAN a violé sa propre charte. Elle contourne la loi de l'anonymité, elle viole sa propre charte, et surtout, ce qui est le plus dangereux, et de ça il faut absolument parler, c'est qu'elle a changé sa doctrine militaire. C'est-à-dire que normalement, on était dans l'âge, ce qu'on appelle le MAD, la destruction mutuelle assurée. Chacun avait des armes des têtes nucléaires. On disait, bon, ça c'est une dissuasion. Ce n'est pas une arme dont on va se servir. Si jamais il y en a un qui lance des missiles, l'autre répond, et donc personne va s'agresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la miniaturisation des armes. Il y a le développement d'armes hypersoniques. Et il y a eu une grande tentation, et là on passe aux actes, on a commencé à miniaturiser les armes nucléaires. Et on dit maintenant, il y a des analystes et stratèges américains qui disent nous sommes dans une capacité, nous pouvons faire une frappe surgicale, miniature, hyper rapide, et en fait éliminer l'arsenal nucléaire russe avant qu'il s'en serve. Et là, donc, Poutine, il y a 15 jours, à Bishkek, dans sa conférence de presse, a dit, bon, les États-Unis... Alors, normalement, Biden avait dit que jamais il allait utiliser l'arme nucléaire en premier. Maintenant, il s'avère qu'il dit, je peux abandonner cette promesse. Donc, Poutine, en face,
Écoutez, si vous donnez le droit de faire des frappes nucléaires en premier, ben nous, la Russie, peut-être, on va commencer à penser dans la même direction. On va entrer dans une escalade. Hein. Ben voilà. Alors, la frappe en premier, la frappe préventive, c'est totalement contraire à la doctrine française de la dissuasion nucléaire. Mais pourquoi Donc, la France n'a rien dit pour empêcher que cela se passe? Parce que on a donné un strapontin aux Français. Depuis 2003, il y a eu une réorganisation de l'OTAN, on a créé une branche qui s'occupe de la réforme de l'OTAN et on embauche tous les généraux français et on leur donne une chaise avec des dorures, c'est bien fait, machin. Il y a des très bons salaires. Hein, les généraux français qui travaillent pour l'OTAN gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui travaillent pour la défense nationale. Et donc, ils sont envoyés aux États-Unis, ils commencent à parler anglais, ils reviennent à Paris, ils ne veulent même plus parler français. Vous voyez? Vous avez des généraux français qui vont travailler pendant plusieurs mois aux États-Unis, ils reviennent en France, ils ne veulent même plus parler français. Donc, c'est ça la vraie raison? Oui, c'est la corruption des âmes. C'est-à-dire qu'on perd son identité, on va avec le plus fort, et on s'incline. Et ça, c'est très grave, parce que normalement, si la France se trouve avec sa doctrine nucléaire classique dans une organisation de défense qui a une autre doctrine de défense, elle devrait dire, soit elle dit, bon, si vous voulez changer de doctrine, on fait une réunion. À ce moment-là, on convoque un sommet pour discuter de comment est-ce que vous comptez nous défendre. Donc normalement, si ça n'est pas fait, on part. Si on est couillonné, comme disait le général de Gaulle, on s'en va. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais rapidement vous poser 3 questions. Certains affirment que la guerre en Ukraine est en réalité une guerre entre l'OTAN et la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut le dire ainsi parce que c'est un OTAN globalisé. Normalement, c'était le traité de l'Atlantique Nord. Normalement, ça devait s'occuper que de l'Europe et des États-Unis. Là, petit à petit, depuis la guerre des Malouines de Mme Thatcher, on a commencé c'est l'OTAN mondial. On est dans le Global NATO. Vous voyez? Et donc, si l'OTAN fait de la politique et fait de la géopolitique et suit la doctrine dont on a parlé de M. Friedman, c'est de vouloir détruire, donc de faire un cordon sanitaire entre l'Europe et la Russie, c'est ça le but de la guerre. C'est-à-dire que là, on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien pour que... Et on veut être dans une position, à la fin, on peut négocier, on va dire, voilà, quand même l'Ukraine dans l'OTAN, hein, c'est M. Kissinger maintenant qui ramène déjà ça, on va mettre quand même l'Ukraine dans l'OTAN en échange, on va laisser la Crimée et le Donbass à M. Poutine. Donc, justement, à ce propos, une autre question vient de me traverser l'esprit. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et pourquoi alors l'OTAN la soutient militairement en lui fournissant des armes? Non, ce n'est pas... Disons, c'est les pays membres de l'OTAN qui lui donnent des armes. C'est pas, disons... En fait, en réalité, l'Ukraine est déjà... Les troupes, il y a déjà des soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien, même si l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Il y a eu des accords de défense, etc., etc. Donc il y a une vaste confusion, vous avez raison de poser la question. Il y a une vaste confusion qui est entretenue parce que on arme, on forme. Au début, on a même soutenu les néo-nazis de la brigade Azov, qui, comme par hasard aussi, se réclament du fameux intermarium, qui est la doctrine de M. Friedman. Donc tout devient prétexte, si vous voulez, ne soyons pas naïfs. Si vous voulez, on n'a pas face à des gens honnêtes qui appliquent leur charte. On a à des gens qui sont devenus des barbares, qui vont utiliser n'importe quel mensonge. Et monsieur... Quand vous dites des gens qui sont devenus barbares, quand vous dites des gens, vous faites allusion à qui? Non, je pense par exemple à Mme Victoria Nuland, qui a organisé, elle a reconnu qu'elle avait dépensé 5 milliards de dollars pour faire un coup d'État en Ukraine.
voyez mais où, par exemple, ça a commencé avec Madame Albright. Et c'est là le drame aujourd'hui. Vous savez, à Bruges, en Belgique, on vient d'ouvrir l'Académie de diplomatie européenne. D'accord? La salle où ces braves gens se réunissent s'appelle la salle Madeleine Albright. Un jour, on a demandé à Madame Albright, est-ce que vous acceptez? On a tué 500 000 enfants en Irak. Qu'est-ce que vous en dites? Elle a dit, si c'est le prix à payer pour la liberté, je suis prêt à le payer. D'accord? Ça, c'est une forme de barbarie. C'est devenu monstrueux de ce point de vue-là. Certains pensent que la France, en fournissant des armes à l'Ukraine, est devenue co-belligérante. D'autres prétendent que ce n'est pas une décision unilatérale de la France, mais une décision collective de l'Union européenne. Quelle est votre analyse de ces deux opinions? Les deux sont coupables. C'est-à-dire qu'on est coupable surtout de se soumettre à l'OTAN, qui viole sa propre charte, qui change la doctrine militaire, qui donne aucun pouvoir de transparence et de codécision. Et puisqu'on se soumet à ça, on devient co-belligérant, parce que il faut faire comme les autres, il faut faire même mieux que les autres, il faut envoyer les canons César. Donc, si vous voulez, moi, si les canons César tirent sur des enfants russes dans le Donbass, c'est quand même des armes françaises qui tuent des Russes, si vous voulez. Donc on peut jouer sur les mots. Hein. C'est pas des bisous qu'on envoie. C'est des 155 mm. Hein. Donc la France, à l'intérieur de l'OTAN, elle n'a pas empêché la guerre. Elle est dedans. Et qu'est-ce qu'on a en retour? Ce que les Australiens nous ont fait avec les sous-marins. C'est ça l'OTAN. Hein? Donc, si vous voulez, le sadomasochisme, il y a des maisons pour ça. Mais ça ne devrait pas être la politique du Quai d'Orsay.